Yul Brynner a explosé sur les écrans au début des années 1950 et a enchaîné les triomphes pendant 4 décennies. Icône énigmatique, couronné pour son roi Monkut dans Le Roi et moi, il imposait une présence magnétique que personne n'oubliait. Pourtant, derrière les projecteurs et les statuettes dorées, se tapissaient des cicatrices invisibles, des chagrins que ni la gloire ni les ovations ne pouvaient effacer. Avant de plonger plus loin dans cette saga de gloire, de douleur et de secret, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. L'aventure commence bien avant 1920, au cœur de l'extrême-orient russe, avec Jules Brynner, l'arrière-grand-père de Yul. Ce Suisse audacieux dirigeait une compagnie maritime florissante à Yokohama lorsqu'il décida, en 1873, de poser ses valises à Vladivostok, une simple base navale tout juste ouverte aux étrangers. Avec des investisseurs européens, il importa architectes, briques et savoir-faire continental. En quelques années, le hameau militaire se mua en ville élégante aux façades néoclassiques, aux boulevards ombragés et aux cafés viennois. Ce cachet européen perdure encore aujourd'hui dans les rues de Vladivostok, témoignage vivant de l'ambition de Jules. L'homme ne se contenta pas de transformer la ville. Il exploita les veines de charbon et de minerais voisines. Il fit venir rails et locomotives de Suisse pour construire un chemin de fer à voie étroite reliant les mines au port. L'entreprise devint colossale. Jules devint multimillionnaire respecté. Il épousa une Russe d'ascendance bouriate, peuple mongol de Sibérie, et éleva 6 enfants dans l'opulence. École privée à Moscou et Saint-Pétersbourg, cours de français, de piano et d'équitation. La progéniture grandit dans le giron de l'intelligentsia impériale. Boris, l'aîné, ingénieur brillant, reprit les rênes minières à la mort de son père. Il modernisa les opérations, étendit les activités, et sa fortune rivalisa avec celle des tsars. Le 11 juillet 1920, dans la villa familiale de Vladivostok, naît Yuli Borisovich Brynner, futur Yul. Fils de Boris Yulivich Brynner, mélange suisse-allemand-russe, et de Marouzia Dmitrievna Blagovidova, pure souche russe, il porte le prénom de son grand-père Jules et par sa grand-mère Natalia Kurkutova, une goutte de sang bouriate mongole. Luxe, domestique, leçons de musique, les premières années sont dorées. Le petit Yul court dans les jardins, écoute les histoires de son père sur les mines, chante avec sa mère au piano. Mais la révolution gronde. En 1917, les bolcheviks renversent le tsar. En 1920, ils s'emparent de Vladivostok. Les mines Brynner sont nationalisées. Boris négocie directement avec Lénine, un épisode devenu cas d'école en droit international sur la nationalisation des biens étrangers. Rien n'y fait, l'hostilité anti-bourgeoise enfle. Les amis disparaissent, les propriétés sont pillées. En 1928, la famille fuit en Chine, à Harbin, refuge des Russes blancs. Yul a 8 ans, il voit son père, ex-magnat, bricoler des emplois subalternes. La villa devient souvenir, les domestiques, fantômes. La précarité s'installe comme une seconde peau. En 1932, anticipant l'invasion japonaise de la Mandchourie, Marouzia emmène Yul et sa sœur Vera à Paris. La capitale française bouillonne d'émigrés russes, cabarets enfumés, chorales orthodoxes, nostalgie palpable. Yul fréquente le lycée Moncel mais s'ennuie ferme. Les équations et les conjugaisons l'indiffèrent. Il préfère les rues, les musiciens tziganes, les cirques ambulants. À 14 ans, il plaque tout pour le cirque d'hiver. Trapéziste prodige, il sillonne l'Europe, dort en caravane, respire l'air libre des chapiteaux. Son corps svelte et musclé exécute des saltos mortels à 20 mètres du sol. Il s'imprègne de culture tzigane, guitares enflammées, complaintes slaves, liberté nomade. Les gitans deviennent sa famille d'adoption. Il apprend le romani, chante leurs ballades autour des feux de camp. La scène est son royaume. Le public, son peuple. Mais en 1937, lors d'un numéro à Berlin, la corde lâche. Yul s'écrase au sol, plusieurs vertèbres fracassées. Des mois d'hôpital, de plâtre, de douleur. Fin du cirque. À 17 ans, il gratte sa guitare dans les clubs russes de Paris, gagne de quoi survivre dans des pensions miteuses. La nuit, il rêve de trapèze. Le jour, il chante pour des émigrés ivres de vodka et de souvenirs. 1938 apporte un nouveau coup. Marouzia est terrassée par une leucémie. Retour express à Harbin pour des soins illusoires. Elle s'éteint en 1939, laissant Yul et Vera orphelins de mère. Boris, remarié à l'actrice Katia Kornukova du Théâtre d'Art de Moscou, reste distant. Il avait abandonné la famille en 1923 pour cette liaison. Le traumatisme de l'abandon paternel, puis la perte maternelle, forge en Yul une armure. Il deviendra maître de son destin, cachant ses blessures derrière un masque impénétrable. Yul, orphelin de mère et de père affectif, décide de tenter l'Amérique. Octobre 1940.
il débarque à New York avec Vera sur un paquebot bondé d'exilés. À peine l'anglais en poche, il enchaîne les petits boulots. Serveur dans un dîner de Brooklyn, gardien de parking à Manhattan, chanteur tzigane dans des clubs russes du Lower East Side. La nuit, il gratte sa guitare pour des pourboires. Le jour, il apprend l'anglais en écoutant la radio. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Yul prête sa voix grave à l'Office of War Information. Message codé vers la France occupée, diffusé sur ondes courtes. Sa diction parfaite, son accent indéfinissable captive les résistants. Parallèlement, il suit les cours de Michael Chekhov, maître de la méthode Stanislavski, neveu d'Anton Tchekhov. Le mentor voit en lui un diamant brut, intensité animale, regard qui transperce l'âme. Décembre 1941, début à Broadway dans La Nuit des Rois de Shakespeare, rôle de Fabian. Critique mitigée, mais charisme noté, cet inconnu aux yeux d'acier vole la scène. Suivent la série télé Monsieur Johnson d'H.I.S. Nebor et la pièce Lutzong avec Marie Martin. L'amitié avec Marie, star incontestée, change tout. 1944, mariage avec Virginia Gilmore, actrice rencontrée sur un plateau télé. Virginia, native de Californie, a déjà une carrière solide. Western Union avec Randolph Scott, Swamp Water de Jean Renoir. Leur union est passionnée mais chaotique. Yul est possessif, Virginia indépendante. Yul passe derrière la caméra à CBS, réalisant Life with Snarky Parker, série de marionnettes pour enfants annulée après 8 mois. Il persévère, Studio One, Danger, Omnibus. Réalisateur talentueux, il cadre avec précision, dirige les acteurs comme un général. Mais le théâtre l'appelle. 1951, Marie Martin le pousse à auditionner pour Le Roi et moi de Rodgers et Hammerstein. Rôle du roi Moncute, monarque siamois autoritaire mais vulnérable face à l'institutrice anglaise Anna. Yul hésite. La scène l'effraie après le cirque, puis se laisse happer par le personnage. On lui demande de se raser la tête pour incarner le monarque asiatique. Il obéit. La calvitie devient signature, accentuant ses traits anguleux, son regard mongol. Première le 29 mars au St. James Théâtre. Ovation debout de 15 minutes. Yul est le roi, voix tonitruante, gestes royaux, présence qui remplit la salle. Les critiques s'emballent. Briné réinvente le rôle du tyran éclairé. Tony Award du meilleur acteur. Il jouera Moncute 4625 fois au fil des décennies, un record absolu. 1956 est l'année de la consécration cinématographique. Adaptation de Le Roi et moi avec Deborah Kerr, Yul, crâne luisant, domine chaque scène. Oscar du meilleur acteur, battant James Dean et Rock Hudson. Discours légendaire, j'espère que ce n'est pas une erreur, car je ne le rendrai pour rien au monde. Merci beaucoup. Même année, Les 10 commandements de Cecil B. 2000, où il incarne Ramsès II face à Charlton Heston en Moïse, duel de titans sous le soleil égyptien. Puis Anastasia avec Ingrid Bergman, Général Bounine mystérieux. 3 blockbusters en 12 mois. Walk of Fame le 8 février 1960. Yul devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood, exigeant 1 million par film. Les années 60 à 70 sont un tourbillon. Salomon et la reine de Saba avec Gina Lollobrigida, Les 7 mercenaires où il incarne Chris Adams, leader charismatique des Pistolero face à Eli Wallach. Tara Bulba avec Tony Curtis, Les Rois du Soleil avec Georges Shakiri. Crâne rasé, accent indéfinissable, yeux perçants, rôle de chef, pharaon, généraux, roi, cow-boy. Il excelle dans l'autorité magnétique, mais aspire à plus. Photographe accompli, il shoote des milliers d'images, amis sur les plateaux, réfugiés dans les camps, paysages de Normandie où il possède une maison. Auteur, il publie Bring Forth the Children sur les enfants réfugiés. Consultant spécial pour le HCR, il brave les dangers en Thaïlande, au Liban, en Jordanie, patrouilles armées, mines antipersonnelles. Guitariste, il joue des ballades tziganes en privé pour Elizabeth Taylor ou Frank Sinatra. Vie amoureuse orageuse. Virginia 1944 à 1960, Fils Rock en 1946. Les absences de Yul pour les tournées, la gloire écrasante use le couple. Virginia se retire progressivement des écrans pour élever Rock. Divorce en 1960, mais respect mutuel. Ils restent amis jusqu'à la mort de Virginia en 1986 d'emphysème à 66 ans. Doris Cléné 1960 à 1967, mondaine chilienne, fille Victoria en 1962. Jacqueline de Croisset 1971 à 1981, philanthrope française, adoption de Mia et Mélodie. Cathy Lee 1983 à 1985, danseuse malaisienne, compagne fidèle jusqu'au bout. Citation célèbre. Les filles ont un avantage injuste sur les hommes.
Si elles ne peuvent pas obtenir ce qu'elles veulent en étant intelligentes, elles peuvent l'obtenir en étant idiotes. 1983. Fumeur invétéré depuis l'âge de 12 ans, Yul arrête en 1971 après une alerte cardiaque, mais trop tard. Une masse dans la gorge est détectée lors d'un check-up. Quelques heures avant sa 4000 performance du Roi et moi à Broadway, le diagnostic tombe. Cancer du poumon inopérable, 3 mois à vivre. Yul refuse la reddition. Thérapie agressive à Los Angeles. Rayon, chimiothérapie. Sa voix, arme fatale, sérail. Sur scène, Rock double les parties chantées depuis les coulisses. Moment émouvant, Yul embrasse son fils dans l'obscurité et murmure « Tu joues le roi plus vieux maintenant, Rock. Moi j'étais le jeune roi. Toi, tu es le sage. » Contre tout pronostic, il vit 2 ans. Il reprend la tournée mondiale du Roi et moi, maigre, chauve, mais royal. Dernière représentation le 30 juin 1985 à Broadway. 4625 Montcut. Standing ovation de 20 minutes, Yul pleure en coulisses. Interview choc sur Good Morning America. Il apparaît amaigri, voire rauque, mais déterminé. Le tabac m'a tué. J'ai commencé à 12 ans. Si j'avais su. Il accepte une campagne anti-tabac posthume. 10 octobre 1985, Yul s'éteint à 65 ans au New York Hospital, entouré de Cathy, Rock, Victoria. Crémation. Cendres dispersées à l'abbaye de Saint-Michel de Bois-Aubry en France, près de sa maison normande. PSA diffusé mondialement. Maintenant que je suis parti, je vous le dis, ne fumez pas. Quoi que vous fassiez, ne fumez pas. Si je pouvais revenir, nous ne parlerions pas de cancer. Victoria, 22 ans à la mort de son père, est dévastée. Mon héros ne meurt pas, pense-t-elle. Avec le temps, elle explore l'héritage visuel, album photo, diapositive des 10 commandements annotés de la main de Yul. Elle fonde Stardust Vision à Los Angeles, compile Yul Brynner photographé. Rock, historien, enseigne à Marist College, écrit Empire et Odyssée. Mia et Mélodie vivent discrètes. Virginia repose à Santa Barbara. Yul, roi éternel, tzigane d'Hollywood, laisse un regard glaçant et un message anti-tabac gravé dans le marbre. Sa vie est un film sans fin, de Vladivostok aux Oscars, du trapèze au trône, de l'exil à l'immortalité. 7000 mots ne suffisent pas. Chaque regard de Ramsès, chaque Chez Louis danse, du roi résonne encore. Si cette saga vous a captivé, likez, partagez et commentez. Quel rôle de Yul Brynner préférez-vous? Avez-vous vu son PSA anti-tabac? Abonnez-vous pour d'autres portraits légendaires.